Du moment que j'embarque puis qu'on commence à ramer ma journée derrière moi, peu importe comment ma journée s'est passée, je fais un feu, j'arrive à la maison puis je referai une autre journée. Oui. Puis c'est l'embarcation, l'équipe aussi, tu sais. Il y a des rapprochements là, quand on est en mer. Il y a des filles que je connaissais pas du tout. Je me sens bien, je me suis fait d'autres amis. Je suis heureuse. C'est un sport hyper complet. On pousse avec les jambes autant qu'avec les bras. Au niveau dorsal, ça travaille, les abdos, les bras, que pour moi, c'était pas mon organe le plus fort. Là, ça commence à le devenir à force de s'entraîner avec nos bras. Mais c'est ça que je trouve, c'est un sport complet. C'est comme ça que je décrirais la baleinière. J'ai jamais fait de compétition, donc en étant dans une équipe de rameuses, ça me permet d'expérimenter ce côté-là. Puis de le faire en équipe, c'est beaucoup plus facile. Puis, en tout cas, moi, je me suis laissée embarquer là-dedans, puis je trouve ça super, super trippant. De pouvoir décrocher entre amis, de tout le monde s'en aller aussi dans la même direction. J'aime le côté collaboratif, finalement, de la baleinière, puis en même temps, le côté individuel du fait qu'on peut s'améliorer soi-même. Le dépassement, je trouve vraiment de travailler avec des outils pour avancer comme ça sur la mer, tu sais, avec ta force, ta technique, ta coordination, puis de déplacer un engin comme ça de plus en plus vite, juste avec ta force à toi, la force de ton équipe. Je trouve ça vraiment fascinant. Moi, j'avais pas d'activité nautique. Puis là, ben, quand ils m'ont approché, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est parfait. C'est exactement ça que je cherchais. Tous les patelins en Gaspésie, si on est au monde, parlent la pêche à la morue. Il y avait une église, il y avait une rivière, il y avait un quai, il y avait des places pour ancrer les petits bateaux ou un petit quai, les petites barges. Ça est devenu... la barge gaspésienne, c'était très, très, très populaire. Il y en avait à partir de Rimouski, à aller aux îles de Madeleine, dans Baie-des-Chaleurs, partout. C'est comme ça. Il y avait beaucoup, beaucoup... Tout le monde pêchait parce que c'était coutume de pêcher parce que le revenu était à la mer et non en terre. Ça fait que ces gens-là se sont spécialisés là-dedans. En histoire du Canada, dans les manuels scolaires, on a mis un accent très fort sur le développement ou de la fourrure pour l'économie de la Nouvelle-France. On a cependant passé sous silence, mais on le sait très bien chez les historiens, que la morue a amené les Européens en Amérique et que la morue continue à se pêcher et que les Canadiens participent à la pêche à la morue. Toute la culture maritime qui était présente dans la région, de tous les capitaines de bateaux qui, de manière tout à fait banale, traversaient l'Atlantique, tu sais, puis allaient faire du marchandage avec les gens de Naples, tu sais, qui arrivaient au port, puis qui repartaient avec de l'huile d'olive, puis après ça, ils s'en allaient à Jersey, puis après ça, ils descendaient au Brésil. Tu sais, c'est fascinant, ça. C'est le 50e anniversaire du Festival des rameurs de Petits Rochers. Ça fait 50 ans que ça existe. Le trajet, je pense, c'est de 34 km, de 22 000. C'est une expérience à vivre. Expérience à vivre, on peut la vivre pour une compétition, mais veut pas, c'est tellement une belle ambiance. Des bateaux, le bondé de monde, des drapeaux acadiens partout. Je sais pas, il y a vraiment un élément de fête qui rend l'expérience, moi, je pense, incontournable. Réussir à faire en sorte que les 5 horaires
se rencontrent pour qu'on soit au même endroit, à un même moment. C'est rien de technique ni de physique, mais veux pas, c'est un défi. Et la rame, pour moi, a toujours été une activité très, très, très chère. Ça me permet de partager cette activité avec des gens qui ont l'âge à peu près de mes propres enfants qui sont à l'extérieur. Puis je vous dirais, comme expérience de vie, pour moi, c'est tonifiant. Puis elle l'apprécie, je pense. Puis dans ma tête, ça résonne comme une continuité d'une activité que j'ai vraiment aimée. Premièrement, il faut avoir le rythme. Et ça peut être une belle qualité. Il faut aussi avoir le désir de travailler en équipe, puis recevoir les commentaires, que ce soit positifs ou négatifs, constructifs. Il ne faut pas que la susceptibilité fasse partie, je pense, de la personne qui est dans ce sport-là, parce qu'on a tout à apprendre. OK, on est proche. Ça va être parfait. Notre plaisir est vraiment dans l'entraînement, dans le projet en général, dans notre espèce de travail de groupe pour arriver à ça. C'est le point culminant, ça reste les courses, mais c'est une chose parmi tout notre entraînement qui est vraiment... En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Mon bonheur, c'est de pouvoir m'entraîner à toutes les semaines. On s'entraîne plusieurs fois par semaine sur la mer, puis le bonheur est vraiment là. Les pêcheurs sont arrivés ici bien avant les pseudo-découvreurs. Ils sont dans le détroit de Belle-Île. Quand Jacques Cartier passe dans le détroit de Belle-Île en 1534, il nomme les endroits un après l'autre. Et il y a des Blanc-Sablon, Babasoulo, il y a d'autres endroits qui s'appellent aujourd'hui Red Bay, et ainsi de suite. Il y a des Bretons aussi, il faut dire, mais les Basques dominent à ce moment-là. Ils sont tellement dominants que Basques français et Basques espagnols se livrent une guerre pour utiliser des sites en priorité. Mais ils ne sont pas que là. Il y a aussi à Percé, Gaspé, Baie des Chaleurs, une présence basque assez nombreuse. Quand Cartier est passé à Percé, en 1534, il y a le Cap Prato, qui nous laisse deviner qu'il y a là une présence basque. Ils sont venus pour deux raisons, chasser la baleine et pêcher la morue. Vous avez Pierre Revol à Gaspé, qui va aussi s'installer dans les années 1750. Et ces gens-là ont autour d'eux un personnel très nombreux, 200, 300, 400 personnes qui travaillent pour eux ou autour de leurs installations. Et on sait qu'il y a au moins, partant de Gaspé jusqu'à l'entrée de la baie des Chaleurs, dans un ordre de 2000 pêcheurs actifs à chaque été. Sac à gage 250 pour dire qu'on est rentré au bercail. Pour la pêche, on parle de ce qu'on appelle une chaloupa en basque, qui est la chaloupe que nous connaissons. C'est une barque qui peut faire 25 à 27 pieds de long, qui est montée par 3 personnes, un maître de chaloupe, un bossuin et un arrimier. Et ces gens-là, avec aussi qui a une voile et, au centre. Et ces gens-là, tous les jours, peuvent et vont pêcher au large. Les chasseurs de baleines, eux, ont aussi une chaloupe qui est semblable à la chaloupa, qui est de même dimension dans certains cas, plus petite dans d'autres, c'est-à-dire donc entre 18 dans les plus petites ou jusqu'à 25-27 pieds dans les plus grandes. Celles-ci sont montées cependant par 6 personnes, avec une 7e qui s'installe à la proue et avec un harpon qui va s'occuper évidemment de repérer la baleine, diriger les rameurs et lancer le harpon au bon moment.
On cherchait un nom de connotation historique, parce que c'est quand même Carleton, cette année, fait son 250e anniversaire. Le Festival des rameurs fête leur 50e anniversaire cette année. Puis, on voulait avoir une connotation historique. Donc, on a cherché, puis Caroline Arsenault est arrivée avec ce nom-là en l'honneur de Louis Bugeaud, qui est notre mentor, là, si on veut. Puis, elle est arrivée avec le nom de Fille du roi, en l'honneur de Louis XIV aussi, qui a envoyé environ 800 femmes entre 1665 et 1675. Donc, c'est un peu nos mères, puis on voulait réhabiliter ce nom-là parce que les filles du roi n'étaient pas des filles de joie. Certains historiens ont prétendu que les filles du roi étaient des filles de joie. C'est faux, c'est faux. La recherche, aujourd'hui, les chercheurs ont réussi à identifier chacune des filles qui ont traversé l'Atlantique à titre de filles du roi. On connaît leurs noms, on connaît leurs origines, on a, dans certains cas, même les contrats d'engagement, et ce sont des filles de bonne vertu. Dans plusieurs cas, de jeunes filles qui vivaient dans des orphelinats, lesquels orphelinats étaient subventionnés par leur roi. C'est aujourd'hui, on dirait, des orphelinats subventionnés par l'État, par le gouvernement. Il y a deux traités qui ont de l'importance dans l'histoire de la Nouvelle-France. Celui de 1713, qu'on appelle le traité d'Utrecht, et celui de 1763, qu'on appelle le traité de Paris. Le traité de 1713 avait pour objectif de sauver l'accès aux bancs de pêche. Bon. Et la morue l'emportait comme intérêt. En 1763, l'Angleterre a changé son fusil d'épaule. Elle ne veut pas seulement que l'accès aux bancs de pêche pour elle, elle veut aussi le territoire. Donc, la France se retrouve dans une position où elle doit choisir. Est-ce que je sacrifie l'accès aux bancs de pêche que je possède ou est-ce que je sacrifie le territoire continental que l'Angleterre pourrait exploiter en me laissant venir en contrepartie pêcher sur les bancs de pêche? Bien, la France a choisi, malheureusement pour la Nouvelle-France, a choisi tout simplement de privilégier la morue. La pêche à la baleine est le fait des pêcheurs basques. Ils venaient, dans la zone du détroit de Belle-Île, mais on venait aussi pêcher jusque dans l'entrée du Saguenay. Gaspé va devenir, à travers les années, le centre canadien de la chasse à la baleine, et avec, je crois, jusqu'à 13 bateaux baleiniers. On ne parle pas uniquement de baleinières, là, mais on parle de bateaux qui amènent avec eux des baleinières. Pendant à peu près 100 ans, Gaspé devient le centre national de production de baleines. On en avait besoin pour les huiles, pour l'éclairage. On en avait besoin pour faire des cierges. On en avait besoin pour s'habiller aussi, faire des baleines pour des robes, par exemple, aussi. On faisait fondre la graisse de baleine. On pouvait utiliser cette graisse pour graisser les rouages. Par exemple, en Europe, quand on transporte des canons avec des charrettes, les roues des charrettes étaient graissées avec la graisse de baleine. L'huile de baleine servait aussi à l'éclairage. On mettait ça dans des petites lampes. On n'avait pas l'électricité, c'est bien sûr. Alors, on pouvait s'éclairer avec l'huile de baleine, oui. Comment expliquer que la chasse à la baleine décline à partir des années 1860? D'abord, il y a l'espèce qui diminue, OK? Deuxièmement, c'est que les moyens techniques de chasse s'améliorent. On a inventé un canon qui lance des harpons, donc on est beaucoup plus efficace. Quand on chassait la baleine dans les années 1860, 1850, 1840 à Gaspé, c'était pour faire principalement une huile qui servait à l'éclairage. On produisait 80 de l'huile d'éclairage au Canada à cette époque-là. Mais quand le pétrole est arrivé, il s'est substitué
à l'huile de baleine parce qu'il est plus facile d'accès, parce qu'il est moins cher et parce qu'il sent moins mauvais aussi. La Biscayenne est un bateau qui a été inventé, construit dans la Biscaye, une province basque. Et maîtres de chaloupe, bossuins, harimiers sont là à la journée longue à tirer une ligne sur laquelle sont attachés des hameçons. Pendant tout le régime français, dans la Gaspésie, c'est ce que les pêcheurs vont utiliser. Plus tard, après le régime français, on va inventer ce qu'on appelle, en fait, adapter ce qu'on appelle la barge. En fait, c'est une héritière de la Biscayenne et on lui met deux mâts, alors que la Biscayenne n'avait qu'un mât. Ben, elle, on le met 2 mâts. Donc, plus de voiles, plus d'envergure, ce qui fait qu'on a diminué le personnel. On a amélioré la vélocité en ajoutant un mât, donc on se trouve avec 2 mâts. On va plus loin avec moins de personnel et ça rentabilise davantage. Je compétitionnais moi-même avec des ballonnières, puis on gagnait avec, puis j'ai commencé, le monde voulait avoir mes ballonnières. J'en vendais une, puis j'en faisais une autre. J'aime user le cèdre, surtout le cèdre blanc, parce que le cèdre blanc, il est bien flexible. Hein. Le cèdre blanc, c'est ma favori pour bâtir un bateau. Comme vous voyez, il est pas mal blanc, le bateau. Je fais juste finir la sablée à matin. Ça fait à peu près une dizaine de jours que je travaille sur la ballonnière comme telle. Puis là, j'accroule il y a plusieurs étapes avant, parce que là, il faut que je mette... moi, je mets toujours une couche d'époxy en dedans pour pas que ça absorbe d'eau, pas qu'il prenne de la pesanteur. Après ça, je mets toutes les mains en cèdre aussi, puis c'est tout attaché avec des clous en brasse. Faire les plans, ça m'a pris 1 mois et demi, certain. Là. Avant, je l'ai vu que tout était à droite, puis c'est pas évident de faire un moule de bateau. Ça, c'est 2 mois d'ouvrage. C'est là. Avant c'est fini par arriver. Je fais le bateau, puis je fais les rames, puis la pagaille, puis toutes les toilettes. Je fabrique tout ça dedans. Là. Ça va à peu près 190 livres, un bateau, ça. Il y a des règlements à suivre. C'est 22 pieds, puis après ça, il y a 56 pouces de large, puis 20 pouces, au moins 20 pouces de creux. Il faut essayer de ces normes-là. Ils ont fait des règlements la première année de la traversée, puis c'est la 50e cette année, puis il y a toujours suivi les règlements. Ça, c'est des rames. Je fabrique les rames aussi, là. Puis c'est tout laminé. Je prends de l'épinette blanche. Ça fait... L'épinette blanche, c'est un bois qui est terriblement dur. C'est du bois qui est fort, vraiment fort. Puis les palettes, ben, c'est à cause du cèdre. Les enveloppes dans le fibre de verre. Tout le beau temps prend, c'est comme une fièvre. Là. C'est mon vieux accident, commence à... Dans tous les ans, je dis c'est le dernier, puis le dernier, puis... À tous les ans, je n'en fais 1, 2. Donc, les baleinières qui sont dans le Festival des rameurs, Bonaventure Petit Rocher, c'est vous qui en avez construit plusieurs? Presque toutes, oui. La première année, je pense qu'il y avait qu'un bateau qui avait fait. Ben là, pour ça, ça montait à 5-6 bateaux. Puis après, c'est pas une vingtaine d'années, ça virait une course. C'était un embarcadant, on voulait courser. Et vous en avez fait 19 courses? 19, oui. Vous avez gagné combien? J'ai gagné 12 premières places. Tentes-tu d'embarquer? Ça me tente encore, oui. Ouais. Traditionnellement, les pêches, c'était des entreprises, dans le fond, capitalistes, privées. Puis en Gaspésie, il y a cette particularité-là où la majorité des entreprises de pêche étaient possédées par des compagnies Jersey Eyes.
Il y en a quand même une grosse quantité. La compagnie Robin est vraiment la plus connue, la plus grosse, les Le Boutier aussi. Dans le fond, toutes ces entreprises-là sont toutes proviennent de l'île de Jersey. Souvent, le conseil d'administration, le Board of Directors aussi, c'est des Jerseyais qui siègent là-bas. Le siège social officiel est à l'île de Jersey. Fait que dans ce sens-là, c'est des compagnies étrangères. La fin du 18e siècle qu'on voit apparaître ce bateau-là qui va se diffuser. Mais sauf qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de plan hein, à l'époque. Moi, à la base, je travaille dans les archives ici, puis des plans de bateaux, pour ces époques-là, on n'en voit jamais. C'est comme une culture où on fait beaucoup par imitation. Hein. La petite barge gaspésienne, c'est vraiment particulier. Là. Les gens faisaient ça eux-mêmes. Ils n'étaient pas capables d'écrire leur nom. Puis il y avait un tape, un pied de roi qui appelait avant. Là. Puis ils travaillaient avec ces outils-là, un marteau, une hache, puis une chose pour aplanir le bois. Ils faisaient tous les outils eux-mêmes. Ça relève du génie, ça. Les gens, l'hiver avant ça, dans l'hiver, ils allaient couper leur cèdre parce que c'était des barges en cèdre, là, parce que le cèdre, il endure plus l'eau salée que n'importe quoi. Là. Puis c'est ça, ils construisaient, ils faisaient tout eux autres. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu tout fabriquer ça de A à Z. Là. Je suis allé avec mon père un hiver, puis moi et mon frère Jacques, chercher un étrave de barge, parce qu'il fallait qu'elle soit ronde un peu comme ça. Ça prenait un arbre exprès qui rondit, qui pousse comme ça, puis qui rondit en montant de même. Là. Il a coupé en haut là, puis il a coupé en bas. Puis ça, il servait de ça pour faire le nez, l'étrave de la barge. Généralement, c'est ça, on parle d'une embarcation plus autour de 25-30 pieds, mais il y avait quand même des grandes barges, des modèles qui pouvaient aller jusqu'à 45 pieds, qui, eux, pouvaient être pontés pratiquement entièrement, puis qui pouvaient justement faire une pêche plus sur les bancs, puis partir pour plusieurs jours. Il semble que ce modèle-là, on le retrouvait plus dans la baie des Chaleurs. Les années 40, il va y avoir un gros développement coopératif qui, dans le fond, dans le secteur des pêches, va culminer avec la création de la Fédération Pêcheurs unis de Québec. Moi, je vais faire la technique, je vais tout expliquer. Je vous en anglais, les 12 and don'ts. Je commençais à prendre ta pression de la rame, tu as 25 de ton coup de rame de passer. Faut pas accélérer la vitesse de la rame dans l'eau. Pas dans l'eau. Pas dans l'eau. Non, ben, faut que tu mettes une pression constante. Je ne dis pas, moi, pas forcer, là. Faut que tu forces, ben, pas de coup. Sur le départ, si tu rentres trop, derrière ton bateau calme, par un bateau moteur que tu décolles, tu le pousses, là, il fait ça. Ça fait la même chose. La rame sur de l'eau, pas dans l'eau. Là, vous n'êtes pas tendu. Vous êtes mis quand vous êtes de retour, là? Vous êtes pas tendu, bien ben, les femmes prennent ça sérieux. Les femmes, ça s'entraînent dans les gyms. Dès qu'elles arrivent là, ils sont pas mal en bonne condition physique, puis c'est beaucoup. Ben, les hommes, souvent, on dit qu'ils dépendent sur leur force. Puis les forces et l'endurance, ça ne tient pas si longtemps, là. C'est là. Y avait-tu un moteur ou c'était à rame? Non, il y avait un moteur. On appelait ça les moteurs Acadia ou les moteurs Atlantiques, là, qui font, là. C'est des petites barges autour de 18, 20, 22, 23, 24 pieds. C'est à 8-9 pieds de large, puis c'était pointu des deux bouts. Puis la cabine, le moteur était au milieu.
Puis il y avait un gars qui gouvernait en arrière, puis l'autre s'occupait du moteur. Puis tu avais de la place pour 2 personnes en arrière, 2 personnes en avant en travaillant. On travaillait, on pêchait à la ligne à main comme ça, soit avec on appelait ça un jigger, un jigger, ou une espèce de ligne dormante avec une boîte avec une cale. Là, c'était plaisant, c'était vraiment, vraiment... Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, puis j'ai adoré faire ce bout-là avec mon père. Le point de départ, quand même, c'était finalement de remplacer les barges, en réalité. C'est comme un premier pas en avant. C'est une certaine modernisation, quand même, je dirais, progressive. Tu sais, c'est un bateau qui est presque transitoire, dans un sens. Puis souvent, c'est ça. Les pêcheurs qui les ont achetés, souvent, eux, avaient des barges, avaient pêché toute leur vie avec ça. Puis c'est peut-être ça qui a fait aussi le succès un peu du programme des Gaspésiennes. On en a construit 50 pour la période de 1955 à 1960. Il était vendu aux pêcheurs, mais il coûtait 18 000 à l'époque. Fait que c'était quand même encore accessible par rapport aux chalutiers qui vont venir plus tard, où les dimensions aussi des navires vont vraiment là, exploser. Fait que 45 pieds, c'était quand même une belle dimension. C'était quand même un grand pas en avant. La petite barge existait tout le temps encore, même s'il y avait des Gaspésiennes. Mais les Gaspésiennes, ils s'en allaient plus loin. Ils allaient à Anticosti. Ils allaient sur le banc rouge entre Anticosti puis la Côte-Nord. Mais ça n'empêchait pas les gens de pêcher de la morue, eux autres aussi. Mais eux autres, c'est des plus grosses cargaisons. La Gaspésienne a été notre premier bateau de pêche hauturière. Fait qu'ils n'en ont pas fait l'utilisation exactement qui était prévue à l'époque. Ça a commencé tranquillement comme ça. La petite barge, la Gaspésienne, les palangriers qu'on appelait, les bateaux un peu plus petits. Après ça, il y avait les chalutiers, les engins mobiles comme nous autres. Là. La rencontre de M. Aubé, comment ça s'est passé? Ça a vraiment changé. Comme on dit, on s'est fait varloper. C'est parce qu'on avait pris des mauvais plis. On faisait vraiment pas ça de la bonne façon. Il y avait plein de choses au niveau technique qu'on faisait pas comme il faut. Ça fait qu'il a fallu comme reconstruire, ou plutôt déconstruire ce qu'on avait appris à partir de ce moment-là. Puis ça n'a pas été facile. Bien, jusqu'à temps qu'on voit M. Aubé, on n'avait pas de plan, je dirais, là. On ne savait pas dans quelle position qu'on était, fait qu'on essayait un peu de tout. Mais depuis que M. Aubé est là, moi, vraiment, je trouve qu'on a un plan, là. Je pense plus à ma technique. Ça m'a aidé beaucoup. Puis, on est plus concentré, je dirais, là. On se donne plus. Comment avez-vous trouvé l'équipe féminine? Commencer, c'est toutes des belles femmes. Ça c'est bien intéressant. C'est bon comment. Non, j'ai bien aimé ça, puis il y a beaucoup de détermination, puis il y a du potentiel. Ah oui? Vraiment. Parce que du commencement de la pratique à la fin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse différence. Lorsque j'ai débarqué de la baleinière, après avoir passé le test avec M. Aubé, j'ai dit à Louis, notre entraîneur, je pense que je fais plus partie de l'équipe. J'étais certaine qu'il allait conseiller qu'il trouve une autre rameuse parce que j'avais l'impression soit je repartais à zéro ou soit j'étais complètement évincée puis que j'allais servir finalement de meuble là, pour la course. J'avais l'impression finalement qu'il n'y avait plus rien de correct. M. Aubé, la coordination, ramée égale, comment elle c'était? Bien, la coordination, bien, vraiment, j'ai vraiment satisfait de la coordination, ouais. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'heures de pratique. Bien là, avec une différente technique, c'est un autre ajustement à faire. Ça fait, il y a beaucoup de choses à penser, tant qu'ils rament, puis des fois, ça peut déranger la coordination un petit peu, parce que ça vient vite. Quand tu commences à être confortable avec la technique, parce que c'est pas des gros changements, puis il y a beaucoup de petits détails qui comptent. Oui. Comment vous avez trouvé ces femmes-là? Ah, ils sont gentils, puis il est pas mal déterminé. La détermination est là, hein? Ouais. Ils vont être capables de finir la course? Ah oui. Je vois pas de problème de finir. Ben, faut pas penser de gagner la première année, là. Les Acadiens étaient des gens de mer aussi, eux autres, là. Fait qu'ils montaient aussi avec des Gloucester. Les Gloucester, c'est des bateaux qui avaient 59 pieds ou 58 pieds.
Ils venaient pêcher au travers de nous autres, qu'on jiguait la morue avec un jigueur qu'on appelle, puis une ligne dormante avec une cale là, pour les prendre les morues une par une. Ils venaient au travers des petites barges. Là. Puis je me souviens, ça avait fait de la polémique. Il y a eu des réunions le soir aux entrepôts frigorifiques de Pêcheurs Unis pour envoyer ces gens-là d'ici parce que les gens disaient « On est chez nous, vous n'avez pas le droit de venir ici. Vous brisez tous les fonds, vous allez tout prendre notre morue. » Faites-moi un sketch sur un morceau de papier, un petit dessin, puis il va vous faire le plan du bateau que vous voulez, puis il va vous le faire comme vous voulez. De 200 à 300 bateaux de bâtis, là, qui auraient bâti mettons, quand on parle de bateaux de 300, pardon, c'était de 14 pieds, 10, 12, 14 pieds, à aller à 60 pieds, là. 90 des bateaux qui étaient sortis de chez nous, c'était des bateaux de bois, de chêne, la plupart. Bien, les Dorniers, c'est les Dorniers de grosse construction, c'était des bateaux de chêne. On n'a rien qu'à doit, tout est croche, mais il faut qu'on ait tout le temps l'équerre et le niveau dans les mains pareilles. Tant qu'on fait la partance du bateau, si vous voulez, là, qu'on commence le bateau, il faut qu'on ait l'équerre et le niveau dans les mains. Ça marque au niveau. C'est le principal. Tout est croche, mais tout est droit. Moi, je pense qu'il faut être dedans, il faut apprendre en travaillant. Parce que apprendre ça d'un livre ou une affaire de même sans pratique, c'est mieux. C'est comme ici, là, tu commences au début. Si tu fais quelque chose de mal, ben, déjà, le papa est là, puis il te dit tout de suite, c'est pas de même, c'est de telle manière, puis c'est la vraie manière pour apprendre. Il n'y a pas grand machine moderne qui peut remplacer, je pense, la main humaine. Premièrement, ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de sortir des machines robotisées pour faire un bateau de bois. Puis au fur et à mesure que le temps a passé, les bateaux, tranquillement, ont commencé à grossir. C'est à partir de 55 pieds, 59 pieds, 60 pieds, 65 pieds, après ça, 87 pieds. Après ça, il y a eu, entre deux, il y a eu des bateaux, une série de bateaux en fibre de verre qui étaient construits à Passepébiac. Puis ça, c'était à des 82 pieds en acier. Mais tranquillement, c'est ça que ça a fait là, au fil du temps. Les bateaux ont commencé à grossir tranquillement, puis à être un peu plus performants aussi. Comme anciennement, mettons, les vieux pêcheurs, bien, ça allait au rythme du temps. Fait quand même qu'ils faisaient, ça lui prenait 2, 3, 4 heures de plus se rendre sur le site de pêche, c'était pas grave. Ils naviguaient, puis ils s'en allaient, pout, ou s'en allaient, puis ça finissait là. Ils mettaient moins, ils chargeaient moins. Après ça, il y a eu une série de bateaux qui ont rentré. Le fibre de verre a rentré dans le décor. Des plus grosses capacités de cale. Bateaux plus chers, mais plus grosses que des gros bateaux modernes équipés que tous les plus jeunes et moins jeunes pêcheurs ont tombé en amour avec ces bateaux-là. Bien normal, c'était de la fibre de verre, c'était beau, c'était net, c'était propre, c'était quasiment là-dedans des maisons. Puis les bateaux de bois, mais à ce moment-là, ont commencé à diminuer. Je pense que c'était dans les années peut-être 88, là, ces années-là, qui ont diminué. Tranquillement, ça a évolué. C'est avec des échosondeurs, des radars, des instruments qu'on pouvait pêcher dans la brume, qu'on pouvait aller n'importe où. La chose la plus extraordinaire, c'est l'avenue du GPS aussi. Parce que la grosse problématique qui affectait les pêcheurs en temps de brume, puis quand tu naviguais, tu étais à 50, 60, 100 000 des côtes, tu n'avais aucun point de repère. On se repérait avec le fond. Mais quand le GPS est arrivé, ça a vraiment changé le quotidien. Puis c'était un casse-tête qu'on avait de moins parce qu'on avait notre position à tout, le jour, la nuit. Il n'y avait aucune espèce de différence. À partir de là, on a commencé à se faire un portrait vraiment de nos territoires de pêche. Les techniques de construction ont évolué, les engins de capture, les outils aussi que les pêcheurs utilisent, qu'on peut vraiment... Avant ça, on traînait un filet puis on ne savait pas trop ce qui se passait sous l'eau. Aujourd'hui, les bateaux de pêche, les nouvelles technologies, ils savent exactement la largeur des portes des chaluts, la hauteur d'ouverture du chalut, combien il y a de capture dans le filet. Il y a des capteurs de capture. C'est vraiment comme un tableau de bord qui est beaucoup plus complet que ce qui était là, déjà 20 ans. Mettons. C'est l'étape où on colle la publicité qui a servi à payer une bonne partie des dépenses de la baleinière.
Si vous calculez au total, d'abord la baleinière peut coûter, une baleinière neuve coûte 6 500 $. Ensuite, vous avez l'inscription. L'inscription Bonaventure Petit Rocher, c'est 300 $. Ensuite, vous avez à défrayer un bateau escorte pour la sécurité de l'équipe. Pensez à peut-être un 500 $. Il y a d'autres petites dépenses connexes, là. Ça peut peut-être monter à 1 000 $. On a parti des belles formes effilées et tout ça. Puis aujourd'hui, c'est plus des surfaces planes, développables pour améliorer justement les temps de construction et diminuer les coûts des navires. Le formage est beaucoup moins présent. C'est des techniques qui sont très dispendieuses à utiliser. Maintenant, c'est plus des techniques, des coques qui sont beaucoup... On recherche l'efficacité, mais dans des formes à sa plus simple expression. Oui, le temps a changé beaucoup. Puis là, c'est ça, le bois est révolu parce que ça coûterait... Il y a plus... Les jeunes voulaient moins apprendre aussi. Fait que là, le fibre de verre, vu que la fibre de verre en rentrée, c'était facile. Il s'agissait d'avoir un bon moule, comme un moule à muffin. Puis tu faisais tous les mêmes modèles, même design. Puis pas n'importe qui, parce que ça a un certain art aussi, faire du fibre de verre. Ça prend une certaine dextérité, puis des connaissances dans la fibre et tout ça. Mais c'est un bateau qui se fabrique plus vite, plus aussi cher à ça, il est aussi cher. Puis là, c'est rendu à l'acier, là. Bien, ce qu'il y a de particulier, ce bateau-là, c'est un bateau à fort tonnage, un bateau quand même... puis il y a la particularité d'être construit. Il est tout plaité en acier de 1,5. C'est pas anodin, là. Puis j'ai un moteur qui est quand même assez puissant, tout près de 1000 HP. On a entre autres un moteur auxiliaire de 500 forces, juste pour l'hydraulique. On a 2 génératrices. C'est un bateau qui est dry deck, qu'on appelle, là. Les gens, en toute saison, ils vont travailler en manche courte comme ça. Ils ne se font jamais maganer par les embruns parce que l'eau ne rentre pas dans l'usine et tout ça. Fait qu'il y a cette caractéristique-là. Il n'y en a pas beaucoup ici qui sont comme ça. On est 2-3 bateaux qui ressemblent, qui ont des technologies comme ça. Je pense que les 2 extrémités, les deux panneaux, le gauche et le droit, et puis un autre au milieu, on appelle ça un clum qui roule comme un pneu dans le fond de l'eau. Les 2 autres extrémités du chalut sont attachées dedans. Ça a la particularité d'être très performant. Pour le même temps, là, des fois, c'est peut-être pas le double, mais pas loin d'un chalut conventionnel, d'un bateau conventionnel, là. Donc, il y a 2-3 ans, les captures étaient phénoménales à Terre-Neuve, là. Puis mon fils, il prenait 70-75 000 livres de crevettes par jour, là. Bien, un bateau comme ça, aujourd'hui, c'est entre 3,5 millions et 4 millions. C'est la braquette le propriétaire du chantier de Gaspé m'a encore dit ça il y a 2 semaines. C'est ce que ça vaut aujourd'hui, un bateau comme ça, là. Puis il est performant aussi par rapport à les moteurs qui sont dedans, là. C'est pour ça que ça va me permettre de faire d'autres sortes de pêche qui demandent autant de HP, là. Fait qu'on va les avoir. Tout a été pensé dans des bateaux comme ça. Aujourd'hui, les bateaux sont construits comme ça. Il ne faut pas t'oublier rien, là, parce que c'est difficile par après de faire de quoi, là. Je pense que le principal défi, ça va être de garder le prix des bateaux à un prix raisonnable. C'est rendu, les équipements, c'est vraiment très dispendieux. Puis il faut trouver des façons de faire qui vont permettre de garder les prix de bateaux à un prix raisonnable. Le défi à l'avenir, là, c'est que nous autres, ici en Amérique, on n'est pas comme en Europe. En Europe, ils vont s'en aller à la pêche, ils vont prendre un crabe, ils vont prendre un mort, la morue, ils vont en prendre 10-15 espèces. Ils vont toutes les rapatrier, ils vont les garder, puis ils vont les vendre. Nous autres, on n'a pas le droit de faire ça, parce qu'on est encore comme dans l'abondance. Le défi, c'est d'aller chercher la ressource sans détruire d'autres ressources. Parce qu'on, comme individu, comme pêcheur, si tu ne penses pas comme ça, tu te tires dans le pied. Moi, je dis que on peut impunément prélever de la ressource sans se soucier des autres ressources qui la chevauchent. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que les gens comprennent tout ça parce que c'est notre avenir, c'est notre futur. Si on ne fait pas attention dans notre pêche à pêcher de la crevette ou à pêcher de la morue, si on ne fait pas attention aux espèces qui sont avec,
bien, on se tire dans le pied parce qu'il va avoir une fin, ça. Mais si on protège ça par notre façon de pêcher, par les nouveaux engins, par tous les systèmes qu'on a aujourd'hui qui peuvent nous dire telle et telle sorte de poisson qui rentre dans le chalut, mais il va falloir s'asseoir avec les décideurs pour qu'ils comprennent ça eux autres aussi. Parce que ne pas rentrer une espèce à quai qui chevauche la crevette, c'est pas la solution, là. C'est pire parce qu'elle n'est pas comptabilisée. Je pense au Sébastien que tout le monde rejette à l'eau. C'est pas comptabilisé, ça. Donc, il va arriver, on va avoir un problème encore à un moment donné. C'est pour ça que je vous dis, c'est géré de la même façon. C'est géré à verbe. Moi, j'espère qu'on ne se ramassera pas là parce que mon fils puis d'autres qui sont plus jeunes encore ont besoin de cette ressource-là pour continuer à perpétuer la pêche. Si je regarde l'humeur durant les entraînements, je donnerais une bonne note sur 10. Ah oui. Vous êtes fier d'elle? Oui. Ah oui. Moi, je vous dis, je le répète, c'est tonifiant d'être avec elle. C'est des gens qui sont... des jeunes qui sont... des femmes de sorte... d'un âge jeune, là, qui sont de l'âge de mes propres enfants. Puis moi, le réconfort que ça me fait à l'intérieur de moi, c'est une activité qui m'est chère. Puis elle me prouve une continuité d'abord en ramant, mais aussi par l'humeur qu'elle manifeste en ramant lors des entraînements. Mais sur le plan personnel, la rencontre de filles extraordinaires, qu'on partage la même passion, mais qu'on puisse être aussi différentes dans la vie. Mais que sur un bateau, là, peu importe le métier qu'on fait, peu importe qui on est dans la vie, on est tous dans le même bateau. C'est ça, moi, que ça m'a apporté, qu'il n'y a pas de jugement, qu'on part tous du même pied d'égalité. Puis cette énergie de femme-là aussi. C'est moi, j'ai pas connu ça, j'ai pas fait de sport d'équipe avant, puis ça, moi, j'aime ça. Trouver des expériences que des gens ont aimées, puis qu'une ou deux générations plus tard, que les gens vont encore apprécier, c'est tonifiant, c'est réconfortant. Depuis le début, on le voyait comme une activité, un sport, puis Louis parlait souvent d'un devoir de mémoire. Mais là, plus ça va, plus je comprends ce qu'il dit. Plus, par rapport à ceux qui étaient là avant nous, la vie passe vite, puis on fait nos petites affaires, puis bon, tant qu'à se divertir, aussi bien de faire d'exercice. Au début, la baleinière, je la voyais comme ça, mais là, le devoir de mémoire, je le vis plus. Puis juste du fait qu'il ne faut pas oublier ceux qui étaient avant nous. Par rapport à la pêche, par rapport à la baleinière, mais tous ceux qui ont passé avant nous. Chasser la baleine avec ça, je me suis dit, ça devait être quelque chose, là. Ça devait être très difficile. Il devait être épuisé parce qu'une baleine, c'est quand même rapide, là, je crois. Là. Puis surtout quand il réussissait à la harponner, il devait casser la corde là, pour ne pas couler. À l'époque, ça devait être un métier très dangereux. Puis je vois encore le film de Moby Dick, là, puis je me dis que c'est incroyable. Là. Fait que quand que je suis sur l'eau, j'ai beaucoup de respect pour nos ancêtres qui l'ont eu dur pas mal là, pour coloniser ce pays. J'apprécie encore plus d'avoir la mer tout à côté. Auparavant, je me contentais de la trouver belle, la mer. Maintenant, non seulement je la trouve encore plus belle, mais c'est quand même... c'est une sphère, finalement, qui me permet de pratiquer un sport que j'adore puis qui me permet de me dépasser encore plus.
c'est une belle expérience. Puis moi, c'est ça, on rame, puis on dit hey, l'année prochaine, on va faire ça. Puis, tu sais, on est dedans, là, on veut plus que ça arrête, là. C'est vraiment, ça fait que oui, ça a changé, ça a apporté du beau positif dans ma vie. Comment vous pensez qu'elles vont se classer, les filles du roi? C'est sûr que le 50e anniversaire, il y a une grosse compétition. La coordination est bonne. On peut s'attendre... Il n'y a rien qui peut me surprendre là-dedans. Puis je pense que leur humeur va être bonne tout le long jusqu'à la fin. On est toutes très motivées à ce que ça continue. On est, à mon avis, on va continuer certainement les prochaines années. Ce que j'espère même, c'est que ça va faire des petits. Vous êtes fiers de votre équipe? Très fiers. Très fiers, mais confiants. Surtout confiants. Donc, je pense que les filles du roi sont pas prêtes d'être oubliées. Puis, même si, peu importe la raison, il y a des années qu'on devait sauter, je crois que le noyau est fort. Donc, longue vie aux filles du roi. J'ai 2 drapeaux. Je vais lever mes 2 drapeaux. Je vais en descendre un, je vais prendre mon flare gun. Puis quand je vais shooter mon flare gun, mon drapeau ici doit descendre. Fiez-vous pas sur le flare gun, si jamais il ne décolle pas, c'est le drapeau. Aussitôt que le drapeau lâche, si le flare gun n'est pas parti, on décolle. Penses-tu que vous allez faire un bon temps? La mer est belle? Oui, ça va bien aller. Ça va bien aller. On va traverser ça sur un stade. On va s'en voir de l'autre côté. Oui, oui. Hey, c'est mon tour. Merci. J'ai hâte d'avoir le feeling de l'arrivée. Okay. Ça, c'est le feeling. Là, présentement, c'est le feeling dans qu'est-ce que je me suis embarqué encore, là? On peut pas reculer, là. Il est trop tard. C'est quoi ta stratégie pour aujourd'hui? Ramer. Vraiment, puis d'avoir du fun, surtout. Tu sais, c'est ça, l'esprit d'équipe, là. Nous autres, on est prêts, anyway. Moi, je pense qu'on va le faire en bas de 4 heures. Il fait pas trop chaud, il fait beau. J'ai pas dormi de la nuit, je suis trop anxieuse, je sais pas. J'ai peur que la vague se lève, mais je suis confiante en même temps qu'on s'est entraîné beaucoup, on est prête pour cette course-là. Mais c'est un mélange de tête puis de ce qui se passe dans le cœur, puis c'est énervant ce matin. Je suis contente qu'aucune des filles ait eu de bris mécanique sur son corps, qui ferait qu'à la dernière minute, il aurait fallu qu'elle abandonne, pas ça aurait été plate pour eux autres. Mais je suis prête, j'ai tout ce qu'il faut pour partir à pied levé, mais j'aurais pas besoin, puis c'est correct comme ça.
tour des gouttes, en bord des gouttes, oui. Là, avec là. Camille me disait la même chose. Ouais, je vais avoir quelque chose en tête. Ça, je me vois. Là, on a quelle distance de fait par rapport à son enfant? Ça va bien? Wouhou! Vous êtes belle à voir! Vous êtes formidables! Ça va bien? Vous allez rattraper les gars bientôt! Wouhou!
Ça a super bien été, Jean. Le moral a été là tout le long. Aucune baisse. On avait hâte d'arriver. Puis les 10 dernières minutes, je les ai broyées d'émotion. Comment ça a été? Objectif atteint en moins de 4 heures, puis on n'a pas rêvé dernière. C'est merveilleux. Le moral était bon. On a eu du fun pendant cette traversée-là. No stress, écoute, c'était parfait. Est-ce que vous allez le refaire? Ben oui! On a déjà hâte à l'année prochaine! Il n'y a pas eu de baisse d'énergie. On a bien géré. Là. Je suis vraiment fière. C'est soulagé aussi parce que j'étais nerveuse au début de la journée. C'est juste du beau. Vraiment satisfaite. Oui, très bien. On est arrivé dans le bon village. C'était mon inquiétude. On n'a pas arrivé les dernières, puis en bas de 3h30, hein? Oui. En bas de 3h30, c'est au-dessus de nos espérances. On vous revoit l'année prochaine. Tracadie 250 de Gaspésie. Le roi est très content. Franchement, une performance impressionnante. Puis, le plus grand réconfort pour moi, la rame, c'était une nécessité pour nos ancêtres. Mais de voir des gens qui apprécient encore cette activité-là, qui sont de l'âge de mes propres enfants qui sont à l'extérieur, c'est vraiment une belle consolation, un très bon, grand réconfort pour moi. Pensais-tu qu'elle allait faire un aussi bon temps? J'ai été surpris de la régularité de leur cadence. À 40, 42, durant 3h24, là, il faut le faire. T'sais, on ne pensait pas que ça tiendrait comme ça, mais c'était toujours régulier à 40, 42. Franchement, il y a de quoi d'impressionnant, mais il y a de quoi être fier.